d'être tous venus, vous êtes quand même assez nombreux. On va essayer de parler de les grâces d'une façon la plus compréhensible possible. N'hésitez pas s'il y a des questions après, évidemment, on est là, Daniel Le Wolf, pour répondre aussi. Bon, Laurence Kessler viendra un peu plus tard, puis moi-même, sur tout ce qui concerne la psychiatrie et l'attaque aux enfants, parce que finalement, c'est un peu ça qui est le sujet ici, sinon on ne se serait pas déplacé. Les races n'est pas aussi bon que voudrait laisser croire pour les parents. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si commençons par la dérive. Je vais d'abord commencer par des témoignages qu'on a recueillis. C'est des témoignages qu'on a recueillis sur notre site Sauvons nos enfants. C'est donc des personnes qui ont témoigné de ce qui se passait déjà avant que les grâces soient officialisées, généralisées, etc. Bon, savoir que c'est quand même quelque chose qui existe depuis 2012, c'est bien ça. Et donc, mais ça se faisait sur 20% des écoles seulement. Alors, on a ici une fille de 11 ans. En fait, on a fait des séparations entre ceux qui se sentent filles et ceux qui se sentent garçons. Un garçon de 11 ans qui, à la fin de la séance, on a retrouvé les filles et l'animateur nous a demandé d'expliquer aux filles ce que c'était l'érection. Alors, en première primaire, ma fille a donc participé sans mon consentement, puisque nous n'avons pas été prévenus, à sa première cellule et race. L'après-midi même, qui a suivi cette intervention, la fille a suivi les attouchements dans les toilettes. Ce lundi 15 mai 2023, mon fils est rentré de l'école en me disant qu'un parent d'élève leur avait lu un livre sur la théorie des genres et les enfants ont pu répondre s'ils se sentaient fille ou garçon ou les deux. Le professeur de mon fils leur a fait visionner un film où un prince et une princesse s'embrassent avec la langue, il est en toilette maternelle. Alors, quand on les entend, c'est limité à la 6e primaire et à la 4e secondaire pendant 2 heures. En vérité, si on voit les circulaires de l'article 20 et de l'article 44, il s'agit d'un tronc commun. C'est-à-dire que tous les cours sont supposés devoir introduire des notions d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, que ce soit en français, en histoire ou en mathématiques, hein, je ne sais pas si maintenant, parce que 1 plus 1 sont peut-être plus 2, hein, avec ce qu'on voit maintenant. Donc, on est censé avoir des cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à travers tous les cours et de la 3e maternelle à la 3e secondaire. Alors, ce que nous disent les politiques et les médias, parenthèse, si vous tapez mon nom sur Google, vous allez voir que la TBF fait mes éloges, pas seulement, je pense que aussi dans une série de complotistes extrême droite et adeptes des théories pédophiles. Donc voilà, je pense qu'on évite de discriminer et évite de rejeter dès qu'on parle de ce genre de... Alors, ceux qui disent les très propagandistes et c'est très peu documenté, c'est que les parcs servent à prévenir les problèmes rencontrés par les enfants sous leur victimes à la sexualité, que les animations n'ont lieu que 2 heures en fin primaire et 4e secondaire, que les animateurs sont des professionnels formés aux questions des enfants, et le guide n'est pas transmis aux enfants, ce n'est qu'un repère pour les professionnels. Ils disent aussi que les animateurs ne font que répondre aux questions des enfants, que l'animation vient compléter l'encadrement parental et qu'on n'incite pas à la pornographie, à la sexualité, au changement de genre. Ça, c'est ce qu'ils disent. Qu'en est-il réellement? On va reprendre chacune des affirmations. Alors, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, elle fait aide à prévenir les problèmes de cette nature. Il faut savoir qu'en Angleterre, il y a un moment où on a réduit les dépenses, donc on a suspendu les coûts supplémentaires dans les écoles. L'éducation à la vie relationnelle, etc., on ne s'est pas fait. On assiste à ce moment-là à une régression des grossesses chez les mineurs.
J'ai là, en dessous, le groupe celui de Suède, les références de l'article qui le montrent. Alors, comment expliquer aussi les témoignages et les réactions des enfants si, effectivement, on a une prévention des problèmes? Est-ce qu'on peut vraiment croire que parler de pornographie va réduire son usage? Il faut savoir quand même que un enfant, il se caractérise par son responsabilité, ses capacités à imiter et aussi comment dire, sa curiosité naturelle. Donc, quand on va lui parler d'un truc comme ça, c'est clair qu'il va vouloir essayer. Hein. C'est un peu normal. À 9 ans, si on lui parle de la pornographie, ou à 10 ans, s'il n'est pas encore allé, c'est ce qu'il va essayer. Si on lui parle de comment on fait vraiment les enfants, etc., peut-être qu'il va être tenté d'essayer avec ses petits camarades de classe. Et c'est ce qu'on a vu, hein. Vous avez vu dans les témoignages, c'est pas des lubies là. Alors, est-ce qu'on imagine que les enfants ne seront pas curieux d'essayer ou excités par le contenu, s'ils ne sont pas choqués ou effractés? Parce que ça aussi, les fractions psychiques, c'est quelque chose que apparemment les gouvernements n'ont pas imaginé. Alors, le professeur Henri Berger, qui est un professeur de psychiatrie en France, avait déjà créé un groupe des pétitions en 2017. Et voilà ce qu'il dit par rapport à ces sites et à ces programmes. Les témoignages apportés sur le site par des parents et par des jeunes montrent que suite à des identifications à la sexualité, un certain nombre d'enfants présentent les symptômes suivants. Et je peux vous dire que je les ai vus aussi. Malaise, trouble du sommeil, sidération, évitement des supports visuels, comme les dessins, les films, avec besoin de ne pas les regarder. Refus de participer à d'autres séances sur le thème. Impossibilité de reparler de ce qui s'est dit pendant ces séances, ou oublier leur contenu. Sentiment de honte, d'avoir été subi. Quelqu'un a dit on m'a violé de l'intérieur. Il s'agit là de symptômes typiquement liés à un traumatisme psychique. Alors, les classes se limitent à 2 heures en 6e primaire et 4e secondaire. On l'a vu tout à l'heure, j'en ai parlé, les circulaires 9.44 disent que c'est clairement en tronc commun. Alors, pourquoi aussi le guide prévoit-il ce qui convient aux enfants de 5 à 18 ans, si ce n'est pour couvrir toutes ces zones d'âge? Alors, clairement, on assiste à de l'hypocrisie de la part à la fois des médias et des gouvernements, parce que dans un des premiers articles de la RTBF, ils indiquent clairement qu'il s'agit d'abord de présenter l'évaluation en 6e primaire et 4e secondaire. Il est clair que quand on a un guide qui reprend des choses qu'on peut ou ne pas dire à partir de 5 ans, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Donc, ces annonces me paraissent être clairement des annonces manipulatives. C'est un peu le principe du qui dans la porte. C'est une façon d'entrer tout doucement dans un système et puis petit à petit de monter. Alors, les animateurs sont des professionnels formés aux questions des enfants. J'ai vu que le planning familial organisait des formations en 6 jours. 6 jours pour être compétent dans le développement psychique des enfants, j'ai un peu de mal, personnellement. Moi, après 5 ans de pédopsychiatrie, après 7 ans de médecine, je n'essaye pas encore bien connaître complètement le sujet, et je pense que c'est un raccourci. Alors, l'un de nos collaborateurs, qui a demandé à s'inscrire, et il m'a dit qu'il n'a pas demandé à certificat de finance. Donc, c'est la transmettre éventuellement à des pédophiles qui auraient envie d'expliquer aux enfants comment on le fait. Donc, le guide des races humaines n'a pas été conçu avec l'aide de professionnels pédopsychiatres. Ça a été clairement dit dans le journal des médecins. Et les standards pour l'éducation sexuelle de l'OMS, auxquels ce programme se réfère non plus. Et là, je donne aussi les références. Alors, quand on dit que le guide n'est pas transmis aux enfants, c'est quand même un petit peu marrant, parce que donner ce guide dont le contenu est quand même bien expliqué à des gens qui ont été formés pendant 6 jours,
dire que ça va servir finalement de modèle pour l'animateur, et se dire que finalement ça va pas arriver dans la tête, dans l'esprit des enfants. Je pense que c'est pas des kismoks, mais voilà, les animateurs ne font que répondre aux questions des enfants. Alors, imaginons une classe d'enfants de 11 ans, où un jeune garçon dit avoir vu du contenu pornographique. L'animateur ou l'animatrice va donc embrayer ce qui est dans le guide, devant les autres enfants, qui peut-être n'ont pas eu cette expérience. Alors, qu'en est-il de la question du consentement? Quelle sera la réaction des plus sensibles? Il est clair que pour moi, les questions qui ont trait à la sexualité, déjà, tous les enfants ne sont pas au même niveau. Hein. Et surtout, ça participe de l'intime. Donc, déjà, le fait de mettre ça sur la place publique, en fait, un sujet d'enseignement, en soi, c'est un non-sens total. Alors, ici, nous avons un peu l'embarras du ministre, la ministre Lina, face aux questions de Christophe de Brossu, qui, pour une fois, fait son travail de journaliste. Alors, je suis mauvaise langue. Je vous demande quels sont les avantages du porno. Mais donc, je suis très mal à l'aise avec le débat pour le moment, parce qu'en fait, à aucun moment, on a dit ce qu'étaient les animations Evras. Eh bien, allez-y. Tout ce que j'entends Vous êtes là ici, pour ça, hein. Ce sont des passages tirés d'un guide, je vais en parler aussi. Surtout. Les animations Evras qui existent depuis longtemps, c'est ce qui est sur la table. Maintenant... Pour bien vous faire comprendre pourquoi on parle de ça, parce que les gens, ils lisent maintenant de plus en plus votre guide, et ils se disent, c'est quoi ça? Donc ce n'est pas de la désinformation, c'est dans le guide, ce sont des passages faire croire que le mot guide, par ce mot, sont les animations. et donc vous êtes là pour recadrer, s'il vous plaît. Donc, allez-y. Ça n'est pas du tout discuté. Hein. Tout le monde est tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on vous met devant les problèmes, les passages qui sont controversés pour les gens. Qu'est-ce qui est un problème? Ou sexuel. Vous avez fait votre point, il est très clair. Mais pourquoi comprendre les avantages et les inconvénients, bien sûr, mais pourquoi les avantages? Et je vous pose la question, Madame Linard, pour vous, et peut-être qu'il y en a, hein, une fois encore, moi je pose des questions très naïves, des questions que les gens se posent. Quels sont, à votre niveau, les avantages de regarder des films pornographiques? Et donc ce n'est pas la question à nouveau. Si un élève... Et pourquoi c'est dedans alors? Pourquoi c'est dans le guide comprendre les avantages et les inconvénients du porno? On a parlé du genre et je voudrais vraiment y revenir. Non, on y revient dans un instant. Oui, mais je vais faire la transition. Mais non, parce qu'on en parlera plus tard. Mais donc il n'y a pas d'avantage au porno? Oui, il y en a. Pour vous poser la question. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'un jeune, à un moment donné, va mettre sur la table... Vous ne répondez pas vraiment sur le fond. Hein. Mais bon, on va continuer sur le genre, je vous assure, parce que ça, c'est tout à fait, ça passionne chacun, mais il y a d'abord une chose importante à faire, Saliba. Vous voyez que ceux qui ont à parler en antenne de ce qu'il y a à l'intérieur de ce guide ne sont pas très à l'aise. C'est moins qu'on puisse dire. Et peut-être qu'ils ne le connaissent pas, hein, je sais pas. Donc l'animation vient compléter l'encadrement parental. Alors, dans tous les témoignages, les parents n'étaient pas au courant de l'animation et ils n'ont su qu'après coup. Ça, c'est une constante. De nombreux parents sont choqués de ce que les enfants ont pu apprendre, entre guillemets, à l'école lors de l'animation. Il y a eu un témoignage que j'ai passé tout à l'heure. Donc, le jour où il a suivi le passage de l'actionnaire, la maman d'une élève de 6e primaire avait été s'affoler puisque sa fille lui avait demandé en rentrant de l'école. À savoir, maman, toi aussi de masturbes. Est-ce que quand papa a une érection, ça va plutôt vers la gauche ou vers la droite? Donc, vous imaginez la tête du parent qui vient expliquer à son enfant que les enfants étaient laissés dans les études ou étaient apportés par la psychologue. C'est un peu compliqué. Je vais rattraper le coup. Alors, l'éducation de certains parents qui invitent à la pudeur et au respect du ensemble de l'enfant sont au contraire décrédibilisées. On expose à la pornographie, à la masturbation, au niveau changement de sexe, paraît-il. Par le témoignage issu des années avant l'apparition du guide Evras montre déjà les délires. Il y a ensuite le guide qui est créé de 2018 à
2022 sans la participation de l'UNICEF et qui serait par exemple avoir une connaissance sur le développement psychique des enfants. Et les références qui viennent de l'OMS, HCS, l'UNESCO et les familles familiaux. Alors le guide des bibliothèques, il se veut une valise et non pas un mode d'emploi qui est décrit dans le guide à la page 17. On va voir, on va voir. Et on va lui. Mais comment se présente-t-il à l'acteur Erasme? Alors, bien que soi-disant être un mode d'emploi entre guillemets, les thèmes sont très structurés. Apprentissage, faire une connaissance des savoirs, habilité, savoir-faire, attitude, savoir-être. Ceci ressemble à la structure des cerveaux de compétences et des programmes scolaires. Je pense qu'il y a quelques profs parmi vous qui ne comprennent pas. Alors, on peut voir sur la tête, communément, une injonction paradoxale. On vous dit que ça n'est pas un mode d'emploi, mais en même temps, tout est fait pour que les gens l'utilisent comme un mode d'emploi. Comme si je disais, ne prenez pas ce micro. Merci, il vous le pense, et puis... Alors, la thématique de l'apprentissage, vous voyez, il y a apprentissage, philosophie, connaissance, habilité, ça c'est tiré la page 26 de ce guide. Et dans l'apprentissage, ici se trouve l'apprentissage à développer dans cette tranche d'âge. C'est bien que ce ne soit pas un mode d'emploi, mais ça en a quand même formel. Et que trouve-t-on dans ce qui n'est pas un mode d'emploi? Eh bien, on reprend donc avec des la situation. Entre 5 et 8 ans, il faut parler des sensations agréables et désagréables dans son fond de corps et exprimer ses droits, désirs et limites. Alors, ça c'est fait ici à un petit... alors, je ne sais pas si on voit bien dans le fond, ici normalement on avait quelque chose qui... Ah ben voilà, ça marche. Voilà. Ici, on dit les enfants se procurent du plaisir par l'autostimulation très tôt, vers 2 ans déjà. Et ça se réfère à un petit chapitre 50 ici. C'est clair que si on regarde le chapitre 50, là, on tombe sur un article canadien qui commence en disant que l'homosexualité commence à la naissance. Donc, on est là face à une idéologie qui n'a en fait rien de bien scientifique. Alors pourquoi c'est pas je pose problème? D'abord, j'imagine mal que ce thème soit abordé par les enfants de 5 à 8 ans spontanément. Pour ceux qui disent qu'ils répondent aux questions des enfants, je vois mal les enfants qui disent dame, est-ce qu'on peut y attribuer ici? Non, pas mal. Alors toutefois, on a compris que ça doit être inclus dans le tronc commun. Donc, il doit en parler. Comment les professeurs ont-ils fait passer cet apprentissage, connaissance et savoir-faire? Donc, si je reviens auparavant dans les connaissances, savoir-faire, ressentir, exprimer ce qui est agréable ou désagréable en fonction de son propre ressenti. Voilà, les sensations corporelles, ressentir, exprimer le plaisir, la satisfaction ou le déplaisir lié au toucher de son propre corps. Donc, je vois mal comment on va aborder ça. Alors, le truc qui est supposé, c'est bien sûr une sexualité dès le plus jeune âge. Pour ça, c'est une aberration. À cet âge, on parle de sensorialité, pas de sexualité. Alors, j'ai eu quelques mots avec les psychologues qui disaient, mais si on parle de la sexualité des enfants, etc. Freud en parlait, etc. Déjà, dans les livres de Freud, on voit qu'il y a une différence entre sexual strip, qui est la sexualité des adultes, et que slave strip, qui est la sexualité, entre guillemets, des enfants, qui se traduit plutôt par une pulsion de genre. Et je connais pas bien l'allemand, donc je ne fais que les citer, et vous m'en voudrez pas si j'écrase quelques mots. Mais donc, dans les faits, on a parlé de sexualité pour englober, pour rendre les choses un peu plus facilement compréhensibles, mais la sexualité des adultes, ça implique une maturité des organes sexuels et un échange avec un partenaire.
autour de ses organes sexuels, mais l'enfant, lui, il n'est pas du tout capable, il n'est pas nature pour ça. Et donc, pour lui, il y a une espèce de sensorialité, lui, il peut éventuellement jouer avec certaines parties de son corps, mais il va pas s'y attarder beaucoup plus qu'avec son orteil ou avec son pouce. Et quand on parlait d'une sexualité dès le plus jeune âge, ça revient aux écrits d'un certain Alfred Kinsey, dont la thèse a été étayée par des abus sexuels sur enfants. Et donc, ici, c'est un entomologiste, Alfred Kinsey, qui a relevé dans des tableaux les orgasmes provoqués par des pédophiles chez des enfants dès l'âge de 2 mois. L'orgasme est décrit comme des convulsions avec des pleurs et une lutte contre le partenaire. Et on le voit ici, ça c'est un des tableaux issus de son livre, donc à 2 mois, et vous avez l'orgasme. Donc on n'invente rien, c'est des biens qui dans les années 50 a été financé par la formation scolaire. La formation Kinsey a toujours financé le jeu de l'enfant. Et elle a financé, elle a émis une branche qui s'appelle le SICUS, qui est une branche qui est chargée de l'éducation sexuelle aux USA, et qui est reprise, dont les travaux sont repris dans notamment le livre de l'OMS, qui est standard pour l'éducation sexuelle, qui cède Barras à l'Ebras et aussi dans les autres pays. Et au planning familial aussi, puisque la fondatrice de SICUS était auparavant au planning familial, disons WIA. Ici, voilà, un petit peu, c'est un journal qui est paru en 98, où on fait la lumière un peu sur les tableaux qu'il sait, et là, il est clairement accusé de pédophilie. C'est un militant, hein, parce qu'il a sorti son livre en 50, et ici on est en 98. Pour en savoir plus sur le sujet, voilà, je vous invite à aller voir ces travaux, notamment le travail de Judith Reisman, qui a vraiment fait un travail remarquable. Ethan de Boyce a aussi très bien expliqué les choses, et le média Calcul montre aussi une synthèse de ce qui s'est passé dans les travaux de Kinsey. Alors, on a dit que nous étions des adeptes des théories pédocriminelles, d'excellents médias avec TGF, qui n'a pas signé son article d'ailleurs, et qui a refusé de publier mon grand réponse. Alors, je présente ici la Enzo. Pourquoi la TGF ne mentionnerait-elle pas d'autres réseaux comme bien réels, comme par exemple celui de la Kinsey, ainsi que le panique familial international de la UNESCO, parce que c'est un réseau qui, effectivement, a déjà été démontré. On a ici l'Institut de la Cité d'Indiana, avec l'équipe de Kinsey. Quand vous voyez tous les personnages de l'équipe, vous les retrouvez dans SICUS, dans leur bonne rôle, dans le LIMH, et vous verrez si vous allez voir dans les standards de l'OMS, ce sont des tableaux de SICUS qui sont repris comme des références. Tout ça est très, insidieux, parce que ils vont rarement dire directement dans leurs travaux, voilà, nous avons fait un guide pour faciliter la pédophilie. Ça, c'est évidemment pas dit comme ça, mais il faut bien lire et vous verrez que ça s'agit bien de ça. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, c'est dans leur document. Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, mais c'est le même programme partout. Maintenant, ces citations sont extraites du document. Donc, selon eux, les enfants entre 0 et 4 ans doivent apprendre à se masturber et développer un intérêt pour leur propre corps et celui des autres. Les enfants de 4 à 6 ans doivent apprendre la masturbation et être encouragés à exprimer leurs besoins et souhaits sexuels. Besoins et désirs sexuels. Quand j'avais 6 ans, je voulais un poney et une glace. Cream. Les enfants entre 6 et 9 ans doivent apprendre sur les rapports sexuels.
Rapport sexuel, pornographie en ligne, avoir, oh cela est encore, enfant 6-9, avoir un amour secret. Et l'autostimulation, ouais, 9 ans, 6. D'accord? Et ensuite, les enfants entre 9 et 12 ans devraient avoir leur première expérience sexuelle et apprendre à utiliser les produits en ligne. C'est l'Organisation mondiale homicidaire et c'est pourquoi j'ai un document. Emeras et Ron, pouvez-vous me donner ça? Systémaire le fait partie de mon comité de direction du Conseil mondial pour la santé. Je suis tellement fier d'en faire partie. Emma est venue ici depuis le Michigan et je veux cette fort de monopole sur le monde. Santé publique du Conseil mondial de la santé et je voudrais donner à chacun de vous une copie. Voilà, donc ici, on voit, c'est pas une vidéo récente non plus, qui montre que l'OMS est derrière les programmes EGRAS, Essence en France, les programmes qu'on retrouve en Hollande, en Allemagne, un peu partout, donc en Europe. Et quand on lit, et alors je vous invite, et on se répond à vous procurer ce livre qui est vraiment très bien fait, Marianne Guirand, La mesure des droits sexuels, où elle va parler des droits sexuels tels qu'ils ont été imaginés par le plan familial, IPPF, international. Et où elle va aussi parler des standards d'éducation sexuelle. Je dirais que tout ça est bien détaillé. Elle prend vraiment la peine de voir dans le texte ce que on pourrait passer facilement si on n'a pas un œil expert. Et c'est clair qu'elle sous-titre en disant la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Il s'agit vraiment bien de ça. Alors, Sandor Teresi disait déjà qu'il y avait une confusion de langue entre les adultes et les enfants. Désigner donc la rencontre entre deux modalités d'amour qui sont radicalement différentes entre l'enfant et l'adulte. À ceci aussi, il faut ajouter que l'enfant est sous emprise potentielle d'un adulte qu'il considère comme supérieur et qui ne va pas critiquer. Donc il est très facile, vous verrez dans les droits sexuels comme dans le standard pour l'éducation sexuelle, qu'on ne parle ni de pédocriminalité, ni de protection de l'enfance, et on ne parle pas de la capacité des enfants à dire non. On les considère au contraire comme étant l'égal des adultes et comme étant potentiellement consentants. Alors, et la pornographie, qu'est-ce qu'on dit dans le lit qui n'est pas un mode d'emploi? Alors là, on voit qu'à vers 12-14 ans, il faut comprendre les usages de la pornographie, ses avantages et ses inconvénients, c'est ce que Boursu disait. C'est clairement, là aussi, je le disais tout à l'heure, les enfants sont influençables, curieux et capables d'imitation. Donc si on leur parle de pornographie, alors même peut-être qu'ils n'ont pas tout vu. Ici, on va leur donner des exemples très réalistes et leur donner peut-être envie d'aller y voir un peu plus près. Et c'est présenté comme étant potentiellement avoir des avantages. L'opinion du professeur Berger, c'est où est la différence avec la pornographie? L'éducation à la sexualité et la pornographie provoquent de l'excitation, alors qu'un des buts fondamentaux de l'éducation est d'aider un enfant à contrôler ses pulsions. Je suis tout à fait d'accord. La plupart des pédopsychiatres sont bien d'accord avec ça. D'autre part, un mineur qui ne veut pas voir un film pornographique n'est pas obligé de le faire. S'il le fait, il doit cocher une case indiquant qu'il est majeur. Donc, il sait qu'il transgresse un règlement et que les adultes ne sont pas d'accord. Alors que les cours d'éducation à la sexualité sont présentés comme obligatoires. Du point de vue pratique, je reprends un peu l'image que j'avais tout à l'heure. Si on parle de pornographie, Pascal Enfant soulève la question, les autres n'ont peut-être pas consenti à ça. La loi dans tout ça, mais l'article 417.6 du Code pénal indique qu'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans accompli n'est pas réputé avoir la capacité d'exprimer librement son consentement.
le thème du consentement est présent un peu partout dans le guide, il est présent un peu partout dans les standards de l'OMS et un peu partout dans les droits sexuels. Donc, ce sont des ouvrages qui contreviennent directement au code pénal, mais aussi à la Constitution belge. L'article 24 spécifie que la communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques et religieuses des parents et des élèves. C'est pour ça que sur le site Sauvons nos enfants, il y a une lettre qu'on peut envoyer au directeur, qu'on peut télécharger, en leur demandant de dispenser l'enfant des cours quand ces cours arrivent. Si le directeur dit que c'est impossible parce qu'il y a une obligation, alors on peut aller en justice en disant que vous avouez qu'il y a une obligation, mais elle contrevient à la Constitution, elle est constitutionnelle. Donc, et là, nous avons une avocate qui est prête à aller à faire ce travail. Alors, n'insistons pas au changement de genre à travers ce livre. Là, pour le changement de genre, mon ami Laurence va vous en parler un peu plus longuement aussi dans ce que ça apporte comme modification au niveau physique. Moi, je me contenterai un peu de parler au niveau psychologique. Donc, comprendre ce que signifie l'identité de genre, sexe, biologie, expression de genre, à 9-11 ans. Et ici, donc, il s'agit de l'ensemble des éléments pouvant être mis en place par une personne transgenre afin de favoriser les sentiments de bien-être par rapport à sa propre identité de genre, adopter une démarche différente ou pas, changer sa façon de s'habiller ou pas, prendre des hormones ou pas, recourir à des opérations chirurgicales ou pas. Alors, clairement, ici, ils disent que c'est pour une question de confort. Hein. Alors, je pense que c'est quelque chose qui, pour ceux qui ont fait l'expérience, n'est pas très confortable que de prendre des hormones, de faire des opérations chirurgicales. C'est souvent un parcours très parsemé de souffrance. En pratique, on aborde de cette manière la possibilité du changement de genre dans les enfants de 9 ans, en pleine phase de latence. Donc, la phase de latence, pour bien expliquer, elle va jusqu'à peu près 2 ans, et elle consiste à justement mettre de côté toutes les considérations de sexualité. Et si, là encore, je cite les fautes, si on vient avec des considérations sexuelles de façon brutale et imposée de façon très concrète et crue, eh bien, on stoppe ce mécanisme qui, normalement, met de côté pour pouvoir développer tout ce qui est sociabilité, tout ce qui est justement ouverture au contrôle des pulsions, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire sur un plan psychologique. Alors, on dira oui, mais il y en a qui peuvent quand même avoir accès à l'Internet, etc. Pour ces gens-là, je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire en amont qui est d'interdire, peut-être, ou de filtrer, ou de parler de ça, mais dans le cadre familial, dans un cadre intime. Pas de le montrer comme étant quelque chose qui peut se faire et d'en parler à l'école durant toute la classe. Alors, plus tard, ceux à qui on en a parlé, ils vivront un questionnement, une crise identitaire à l'adolescence ou à l'adolescence. Et donc, ils pourront se retrouver dans ces explications en se disant, ben voilà, c'est pour ça que je ne me sens pas bien dans ma peau. Hein. C'est parce que je ne suis pas un garçon, je suis peut-être une fille. Et donc, si on suit les questions des droits sexuels, il est clairement dit que les enfants, depuis le plus jeune âge, ont le droit de demander à prendre des hormones, à faire des opérations, des choses comme ça. Et c'est fait déjà dans certains pays. Dans les USA, en Australie, il y a même des parents qui se sont retrouvés dépossédés de leur droit, de leur autorité parentale, quand l'enfant voulait changer de genre. Donc, c'est des choses qu'on laisse faire, c'est ce qui va arriver. Alors, si l'objectif est la tolérance,
dans les faits, on assiste souvent aussi à une forme de prosélytisme. On voit que cette minorité, qui est la minorité des transsexuels, que je respecte, je pense que s'ils ont cette manifestation-là, ben, il ne faut certainement pas les discriminer, etc. Mais il n'y en a pas entre les respecter et faire du prosélytisme. La dysphorie de genre et le transsexualisme, ce n'est pas une variante de la normale. Et je pense qu'il met dans les droits sexuels et faire en sorte d'englober dans des variantes de la normale non seulement la dysphorie de genre, mais aussi la pédophilie. La prévalence est assez faible, 0,005 à 0,048% des garçons et 0,002 à 0,003% des filles. Alors, on ne comprend pas bien pourquoi, il faut absolument parler avec le temps d'assistance. Il y a 437 incidences du genre dans le flux de masse. La publicité sur les faits est partout par les médias, les films, les pubs, les comptes. On voit les personnes pour les comptes, pour les enfants. Ça a un impact sur les enfants qui sont influençables, évidemment. De plus, justement, notre loi soumise à des conditions strictes sont passées en logique à la simple autodétermination en 2018. Et on voit ce que ça donne au niveau des chiffres. Si on voit qu'en 2018, à partir du moment où les gens ont simplement dû dire moi je me sens plutôt une fille quand ils sont garçons ou inversement, eh bien, et que c'est soumis à un contrôle, on voit une augmentation des demandes de changement de sexe qui a augmenté. Alors, Laurence dira qu'il y a effectivement tout un marché là-dedans. Mais pas seulement. Il y a aussi, je pense, une claire volonté d'indifférencier les gens et de faire perdre les repères dans la société. Alors, comment on aborde ça? Indépendamment des points de vue cliniques sur l'influence de la dysphorie de genre, il existe des preuves substantielles que les personnes transgenres en grande population souffrent d'une charge accrue des diagnostics médicaux, de santé mentale et de santé sexuelle, souvent associés à des obstacles à l'intelligence. Donc, tous les troubles de santé mentale de cette population ne sont pas des dysfories de genre. On a des dépressions, des blanchures, des troubles de toxicomanie. Et la dysphorie de genre n'est pas ressentie par tous les sujets présentant des incongruences de genre. Là, on voit un peu de. Ce sont des. L'incongruence de genre n'est pas forcément la dysphorie de genre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se posent des questions, mais qui ne sont pas nécessairement convaincues de devoir absolument prendre des hormones. Chez les enfants, correctement accompagnés, là il y a un article, les enfants qui se disent trans font très rarement la transition à la réelle. La transition, elle est loin d'être confortable, contrairement à ce qu'on sous-entend dans le livre des races, et encore moins réversible. Si on utilise le code du PSD, l'effet des hormones, on ne revient pas nécessairement à l'état antérieur. Et alors, on passe sous silence un nombre croissant de détransition et de procès à l'âge adulte. Ces personnes, d'ailleurs, qui, à l'âge adulte, disent qu'ils se sont laissés influencer et qu'on ne les a pas aidés, on ne les a pas encadrés, on ne les a pas raisonnés à ce moment-là. Et donc, ils portent plainte. Alors, là, en polo, on retrouve ça dans la page 154 du guide ERAS, qui se voit à notre droite. Connaître les modes LGBTQIA+, dans notre société actuelle, en Belgique, dans le monde et à travers l'histoire. Et alors ici, un petit peu plus bas, on dit, lié à cela, il serait aussi opportun de leur présenter des modèles positifs LGBTQIA+, afin de déconstruire les systèmes normatifs dominants et de valoriser les identités. Alors, c'est toujours des petits caractères en dessous, c'est toujours les grandes fins. La théorie de genre. Là, on comprend ce qui est que les concepteurs de l'ERA s'abondent dans une théorie du genre, selon laquelle c'est un lui qui ne connaît ça en ont la possibilité de choisir un genre qui ne correspond pas à leur sexe biologique ou leur confort.
Bon, il serait opportun de leur présenter les modèles positifs, et je m'explique à plus, afin de déconstruire les systèmes normatifs dominants et de valoriser les minorités. Alors, cette position n'a rien de scientifiquement validé. Quelle est l'origine de la théorie du genre? Et là, on retrouve à nouveau une étude de droite qui veut le valider. En 1955, c'est le psychologue néerlandais définit le genre comme la conduite sexuelle qu'on choisit d'éviter lors de notre réalité corporelle. Et il fait une expérience sur le jumeau dès l'âge de 8 mois. Et cette expérience a été un fiasco total. Pourtant, sa théorie est restée malgré la non-reconnaissance scientifique. Et John Money est un membre du conseil d'administration de Cycus. Il a déclaré l'expérience sexuelle de l'enfance comme le fait d'être le partenaire d'un parent ou d'une personne âgée ne lie pas les espoirs. Donc on constate que les fondateurs de Cycus ont promu la pédagogie à l'inceste. Il fait également partie des membres du Kessler Institute qui continue à vanter ses mérites et attribue des bourses en son honneur. Alors, il faut savoir que dans l'expérience sur les jumeaux de 8 mois, les deux jumeaux avaient un phimosis, ils devaient être opérés. Et l'un d'eux, je ne sais pas très bien ce qu'avait vu le chirurgien à ce moment-là, mais il a raté son coup et il n'a carrément supprimé ce qu'il devait simplement opérer. Donc, clairement, ça a été l'occasion, puisque les parents sont allés voir John Money qui à ce moment-là, ça a été l'occasion pour nous faire une l'expérience qui voulait démontrer sa théorie, selon laquelle quand un enfant était désigné comme étant féminin, même si dans toutes ces cellules il y avait des gènes X et Y, ces gènes qui se considéraient comme féminins. C'était malheureusement pour lui pas du tout le cas, parce que la jeune fille ou garçon auparavant c'est toujours comporté comme un garçon. Ils ont été exclus justement parce que dès qu'il y a des groupes de filles, parce que c'était un vrai garçon manqué. Et là, dans les combats qu'il pouvait avoir avec son frère, c'était en plus le jour de violence, c'était souvent c'est lui, elle qui gagnait les combats. Donc, puis finalement, quand il a appris la vérité, il a dû détransitionner. Il a formé une nouvelle vie, ça n'a pas bien fonctionné, et aussi bien lui que son frère se sont suicidés. Donc c'est ça l'expérience sur laquelle John Money s'appuie pour dire que sa théorie fonctionne très bien. John Money, qu'on voit ici, qui disait que s'il arrivait de voir un garçon âgé de 10 ou 11 ans qui est attiré intensément et érotiquement envers un homme qui est dans la vingtaine, la trentaine, si les relations sont totalement réciproques et si le lien est totalement réciproque, alors il ne pourrait pas appeler cela pathologique de toute façon. Donc, on voit bien que ce sont des personnes qui ont, malheureusement, de l'influence, qui ont eu de l'influence, puisque Cycus a implanté directement l'OMS et l'ONU et l'UNESCO. Alors, quand on médite parler de sexualité de l'instant affective à l'alcool, on ne voit plus de la prévention des maladies sexuellement transmissibles, des groupes à risque, des relations désirées, du contact avec les gens de l'alcool sexuel. Ça paraît évident que l'école peut jouer un rôle insistant, surtout sur l'importance de l'intime, de la pudeur, en renforçant la capacité de refuter et de se protéger, en parlant des moyens de contraception et en renseignant les psychologues des centres PNS, tant pour les enfants que pour les parents qui auraient des décisions ou des difficultés. Les parents devraient être encadrés et aidés dans leur parentalité systématiquement. Mais pour nous, devraient être protégés par des dispositifs filtrant les adultes, comme dans des films de paiement. Mais qu'en est-il de l'intime quand les animations se font en feu? La lutte qui aborde ces sujets peut-il être perçue comme un séducteur? On remarque une disproportion d'incidence dans les guides entre les mots constant, tenant, etc., qui apparaissant en soi, et ça paraît juste 16 fois.
Cela, le mot sexe apparaît 1377 fois et après, alors que dans les lois, c'est la Livre nationale à vie sexuelle, il apparaît 269 fois le mot sexe. Donc on voit quand même, quand on fait cette petite recherche sur une PDF, qu'il y a autre chose que décider de prévention. Alors, est-ce qu'il y a eu des oppositions en France en 2017? Le professeur Léger en a parlé. Il a même sorti un livre qui s'appelle Les dangers de l'éducation à la sexualité pour les enfants et les adolescents. En Belgique, il y a un collectif de psychiatres qui a fait aussi une pétition qui avait 1600 signatures. D'autres collectifs et personnes s'insurgent comme Sans en danger, Sauvons nos enfants, Ariel Durand, Soldats de Boeuf, qui sont disqualifiés dans la presse, on l'a vu. Et là, les députés, Nicolas Janssen avait interpellé la liste Caroline Désir, dans le moment. Elle a juste changé la page 191 qui concernait les nudes et les sextos. Mais bon, je trouve que les sextos, les nudes, c'est envoyer des images du soir nues à quelqu'un d'autre, et les sextos, c'est écrire des choses à caractère sexuel. On les croyait au droit de la possibilité. Finalement, Nicolas Janssen a ajouté pour la généralisation des races sur la question de son mari. Donc, on n'est pas sauvé. La marche a été retirée, mais la colère, donc il était écrit qu'il fallait adopter de bons comportements, être capable d'envoyer. Se sentir libre d'envoyer des sextos ou des nudes. Alors, ça va vraiment dire. Non, ainsi. Des nudes dans le consentement. Se sentir libre d'envoyer des sextos ou des nudes dans le consentement. Suite à l'interpellation de Janssen, ils ont retiré ça, mais on retrouve à la page 285 et à la page 288, on retrouve pouvoir d'appliquer les règles de base concernant l'envoi des photos intimes nudes à 9-11 ans. Et à 12-14 ans, même chose par rapport au sexto, il fallait trouver que ça n'était pas problématique d'envoyer des sextos à quelqu'un qui était d'accord. Sachant encore que par rapport à l'accord dans la loi, avant 16 ans, il n'y a pas de consentement possible. Donc, une conclusion, il y a une volonté mondiale d'obliger nos enfants à recevoir une éducation dont le contenu est à la fois illégal et nocif pour la santé mentale. Cette volonté ne recule devant aucune objection. Les puissants lobbies aussi idéologiques pédophiles sont actifs et influencent la mise en place de ces programmes. Ils promeuvent l'hypersexualisation précoce, les transitions de genre et défendent le droit des enfants à consentir aux relations sexuelles. Pour nos enfants, nous devons nous y opposer. Les revendications de l'ONEST qui a été notamment créé par Agnès Guy-Laurence, c'est l'abolition de toute référence à la sexualité des enfants. Les enfants n'ont pas encore sexualité, on a parlé de sang sur la écrit. La dénonciation de la prétendue scientificité de l'éducation sexuelle et des conséquences vis-à-vis du bien-être biologique et émotionnel des enfants. L'abolition des textes de l'ONEST de toutes leurs dérives. L'application d'un corpus juridique international pour protéger les enfants, le respect intangible de la Convention internationale des droits de l'enfant, le soutien d'une réelle protection de l'enfance dans tous les domaines, la prévention des risques, la consolidation du bien-être psychique. ONEST veut dire Organisation nationale éthique, santé et transparence. Il y a d'ailleurs une pétition à signer. Et elle a déjà recueilli le 2 du 12 26 938 signatures. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de
Moi, je m'appelle Laurence Kaiser, je suis gynécologue et normalement, j'ai rien à faire ici. Mais comme nous sommes dans une guerre d'information, ben, on informe, bien sûr. Je tiens à dire que je ne fais aucune campagne politique, que je ne suis pas non plus là pour représenter un quelconque mouvement religieux et que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques. Alors, si je voulais orienter la population vers quelque chose, un but précis, moi, j'irai pas par la force, j'irai par la ruse. Et les acteurs de terrain, je les convaincrai qu'ils font les choses bien. Imaginons un instant qu'il y ait une pandémie et que pour cette pandémie, on ait inventé un produit expérimental qu'on appellerait au hasard vaccin. Ben, je convaincrai les médecins que c'est vraiment bien. Et maintenant, si on transpose à l'EVRAS, eh bien, je prendrai tous les gens qui travaillent là-dedans, planning, centre PMS, enseignants, directeurs, et je leur dirais que c'est vraiment la tolérance, l'ouverture au monde, l'apprentissage de l'empathie, le lien à l'autre, que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui qui se passe. Beaucoup de gens qui travaillent dans ces groupes d'animation sont des gens très bien, qui sont tout à fait convaincus de faire les choses comme il faut, et qui pour le moment font effectivement des choses tout à fait classiques, standards. Ça va venir. Alors, enfant de 8 ans, petit garçon qui se voit interrogé par son instituteur, qui lui demande s'il a déjà embrassé un copain sur la bouche. Instituteur qui se sent le droit de supposer que l'enfant de 8 ans non seulement roule des patins, mais qu'en plus il est homosexuel. D'où ça sort? Bonne question. Professeur de religion qui demande à une gamine de 13 ans ce qui se passe dans le slip d'un garçon quand il est excité. L'enfant répond « je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas ». Le professeur insiste un peu, puis il lui dit « si tu ne veux pas le savoir, c'est que tu es pour les femmes, c'est que tu es pour les filles ». Hier, première secondaire, toutes les classes de première secondaire de cette école, et c'est le témoignage d'un parent du collectif que je viens de cofonder, hein, donc c'est première main. 6 personnes, 6 animateurs qui ne viennent pas d'un groupe qui se revendique d'EVRAS arrivent avec un questionnaire qui va être un questionnaire unique de la première secondaire à la 6e secondaire. Et ce questionnaire parle de sexisme, de transition de genre et d'orientation sexuelle, entre autres. Alors, comme la dame a bien vu qu'il y avait des polémiques dans la presse, moi j'y suis pas, Frédéric. Toi, tu es un vilain complotiste, même pas moi. Donc, elle a bien vu qu'il y avait des problèmes dans la presse, elle prend les devants et elle s'adresse à des enfants de 12 ans en disant « Moi, je n'ai jamais incité 2 jeunes gens à coucher ensemble. » Donc, elle prend les devants, elle a peur et elle leur révoque ça. Il y a peut-être même des enfants de 11 ans, hein. On est quand même premier trimestre de première secondaire. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une modification des mentalités dans le sens de ce que l'OMS veut nous voir appliquer, mais on ne sait pas d'où ça vient. Je reçois une maman en consultation qui vient avec sa fille de 16 ans et la fille me demande comment on fait, comme s'il y avait une bonne façon de faire l'amour. La maman me demande des livres de référence pour donner un mode d'emploi à sa fille. J'ai évidemment parlé du respect, du respect et de l'amour de soi-même d'abord, et puis du fait que
Il n'y a pas de compétition dans l'amour. Enfin bon, j'ai un petit peu recadré la mère, mais et j'ai aussi dit que c'était pas à la maman d'enseigner ça à l'enfant, même si elles avaient une super relation. Donc on voit bien que les gens sont complètement perdus. Pourquoi sont-ils complètement perdus? C'est parce qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête de tout le monde, d'abord cette idée de choix à l'enfant est présentée comme quelqu'un qui peut avoir le choix. Alors bien sûr, il peut choisir entre un cacao et un lait chaud, mais l'enfant ne va pas avoir la possibilité de choisir des choses vraiment importantes. On ne va pas lui filer les clés de la voiture, ni le droit de vote avant ses 18 ans, mais avec tout ce qui s'est passé dans la période préalable à celle-ci, la période pandémie, on a préparé les parents. L'enfant avait le choix de porter ou pas le masque, l'enfant avait le choix de faire des tests ou de rester à la maison, l'enfant avait le choix d'accepter un produit expérimental. Mais qu'est-ce que c'est qu'un choix? Un choix, c'est de savoir ce qu'on fait et d'être en aptitude de le comprendre, de le digérer, d'avoir suffisamment de maturité pour comprendre ce que ça implique et ainsi de pouvoir vraiment peser le pour et le contre. Mais les parents étant éduqués à l'empathie, à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, à faire confiance à son enfant, ils se trompent complètement et ils oublient qu'ils sont les guides, ils sont les garants de ce que vont devenir les enfants, donc les piliers sur lesquels les enfants vont pouvoir s'appuyer pour grandir correctement. Et ça concerne absolument tous les adultes en fait. Parce qu'on nous raconte que finalement la biologie c'est devenu une science complètement subjective, on oublie qu'il y a des vérités, il y a des choses qui sont non contestables. Au début était une cellule, au cœur du ventre de la maman. Et dans cette cellule, il y a un trésor, un coffre-fort qui contient le matériel génétique d'un être humain unique au monde, qui n'a jamais existé avant et qui n'existera plus jamais après. Et ce sont les chromosomes. Et ces chromosomes contiennent aussi l'information pour déterminer le sexe et donc le genre. Et ces chromosomes sont partout, partout, partout dans notre corps, dans chacune de nos cellules, sauf les globules rouges, qui n'ont pas de nom écrit. Et donc, au fur et à mesure que cette petite cellule va se multiplier dans le ventre de maman, ça va devenir un grain de riz que moi je vois parfois, je devine un petit cœur qui bat, qui n'est pas encore un cœur même, c'est juste un vaisseau pulsatile. Et puis ça devient un petit bout de chou qui commence à avoir l'aspect d'une crevette, haricot, des bras, des jambes. Il y a le stade bonbon nounours. Le stade bonbon nounours, c'est 9 semaines. Grosse tête, petits bras, petites jambes. Vous voyez, petite gommette. Moi, je dis toujours que c'est le stade du bonbon nounours. Et puis, ça devient un petit être vivant qui a des bras qui s'allongent, des jambes qui s'allongent, et il y a quelque chose qui apparaît entre les jambes. Et là, les parents, ils sont impatients de savoir. Et parfois, on voit l'échographie, et parfois, il faut attendre la prise de sang, qui n'est pas faite pour déterminer le sexe, évidemment, mais qui nous permet de vérifier que les chromosomes du bébé sont bien là en nombre prévu, on va dire. Et accessoirement, on peut dire alors aux parents si ça va être une petite fille ou un petit garçon. Et les parents vont se projeter, et ils vont déjà rêver leur bébé. Et bien sûr que ce bébé rêvé ne sera pas celui qui va naître, mais c'est pas grave, parce qu'ils vont déjà l'investir, et puis ils vont lui donner un nom, enfin un prénom. Et ce prénom, ça sera l'histoire de toute une famille, toute une généalogie. Et donc, toute cette vie intra-utérine, elle a de l'importance. Aujourd'hui, on essaye de nous vendre des bébés tout faits, qu'on peut acheter pour le moment de mères porteuses. Il va y avoir évidemment un gros marché qui vient des pays de l'Est et peut-être aussi du Moyen-Orient. Mais on voit aussi apparaître des images très inquiétantes d'espèces de coques bleutées, là, des utérus artificiels
qui sont surveillés, qui seront surveillés par des robots, des intelligences artificielles. Et c'est complètement nier tout ce qui se passe durant notre développement intra-utérin. Et ce qui se passe, c'est un festival d'odeurs, de goûts, de sons, de mouvements. Par exemple, les bébés indiens, eh bien, quand ils naissent, ils sentent le curry. Parce que l'alimentation de la maman est très, très riche en curry. Et le liquide amniotique prend l'odeur, mais le bébé, il boit le liquide amniotique. Tout ça, il le vit. Et le bébé n'est pas étanche, malheureusement, à tout ce qu'on nous met maintenant dans notre environnement. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas seulement dans les biberons qui vont lui servir à recevoir peut-être ses premiers repas, mais ils vont aussi être absolument partout, dans les canettes de soda, dans les produits cosmétiques, dans les médicaments, dans les produits, les pesticides, les engrais. On entend régulièrement les médias accuser les femmes de prendre trop la pilule et du coup, en faisant pipi, ça féminise les poissons de rivière, mais les œstrogènes sont d'excellents engrais. Et donc, j'aimerais qu'on aille jeter un coup d'œil du côté des champs industriels pour voir si on n'est pas justement en train de balancer plein d'œstrogènes de ce côté-là. Et ces œstrogènes, ils vont se retrouver dans notre environnement absolument partout. Et depuis plus de 20 ans maintenant, on voit la fertilité masculine qui dégringole. C'est pire après administration de produits expérimentaux injectables, parce qu'il y a pour moi quelque chose qui se comporte aussi comme un œstrogène. Il y a un perturbateur endocrinien, ça c'est certain, mais même les personnes qui n'ont pas cédé à cette expérimentation ne sont pas sauves d'être contaminées par l'environnement. Et donc, on voit la fertilité et la capacité de reproduction des hommes s'effondrer et les cancers féminins, les cancers œstrogènes dépendants qui augmentent. Donc, ça prouve bien qu'il y a une contamination. On a entendu parler des PFAS dans l'eau de boisson, là tout récemment, dans l'eau du robinet. Mais s'ils nous le disent maintenant, c'est parce qu'ils ne pouvaient plus le cacher. Mais je pense qu'il doit y avoir 1000 trucs, et pas que dans l'eau du robinet. Donc, il va y avoir déjà un impact sur le bébé. Et quand il va naître, eh bien, il va grandir dans cet environnement où il va se développer tant bien que mal. Et si les parents font attention à l'alimentation, ça peut très bien se passer, heureusement. Et puis un jour, ça va être la puberté. Et là, dans son corps d'enfant en changement, là, à ce moment-là, petit à petit, un dialogue entre la zone du cerveau qu'on appelle la zone hypothalamus-hypophyse et les organes génitaux, les gonades, testicules ou ovaires, il y a un dialogue qui va s'instaurer. Et les ordres vont venir d'en haut et en bas, ils vont dire « On l'a fait, ça va, ça marche ». Et donc, en haut, ils vont dire « Ok, c'est bien, mais continuez ». Et il va vraiment y avoir un ping-pong comme ça, hormonal. Et c'est un moment très délicat. Ça prend quelques années. Et c'est seulement après avoir pu vivre pleinement ce moment de maturation hormonale que la fertilité va se mettre en place, mais que l'enfant, devenu adolescent, va tout doucement se diriger vers ce qu'il va être vraiment, garçon ou fille. Et c'est arrivé après avoir vécu une maturation qui n'est pas seulement hormonale, mais aussi familiale, sociétale, émotionnelle, affective, physique. Tout ça, c'est après avoir vécu toute cette maturité de l'adolescence que le jeune adulte va enfin pouvoir savoir s'il est attiré plutôt par telle ou telle personne ou genre. Et on voit aujourd'hui qu'on nous propose des traitements avant
que cette maturité puisse même commencer, avant même toute initiation d'un semblant de dialogue entre l'hypophyse et les gonades, certains de mes collègues proposent des bloqueurs de puberté. Alors, les bloqueurs de puberté sont des molécules que je connais bien parce qu'on les utilise dans l'endométriose. Ça interrompt complètement la communication. C'est un brouilleur. En interrompant la communication, eh bien, ça va, pour les adultes, mettre temporairement de côté la fertilité, mais pour les enfants, eh bien, ça va les empêcher de la vivre, les empêcher de la développer. Alors, ces molécules, elles sont extrêmement lucratives. C'est 350 € l'injection pour 3 mois. Pour bloquer une puberté sous prétexte de pouvoir laisser à l'enfant le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'il veut vraiment être. Et on retombe sur le choix, un choix qui n'est pas un choix, puisque l'enfant ne sait pas, il n'a pas encore vécu dans sa chair, dans son corps, ce que ça veut dire d'être un garçon ou une fille. Eh bien, on va lui vendre du rêve en boîte, du rêve en piqûre plus exactement. Et pour bloquer une puberté, il faut 2 à 3 ans. Les molécules qui sont actuellement utilisées, si on les utilise plus de 6 mois chez les adultes, ça donne des dégâts irréversibles. Irréversibles sur la structure du squelette, irréversibles sur le schéma corporel, c'est-à-dire qu'on va avoir ostéoporose avec risque augmenté de fracture et nous n'aurons pas la possibilité de récupérer ça. Ça va être une modification de la masse, du rapport masse grasse, masse maigre, avec un excès de masse grasse, ce qui n'est pas bon pour le système cardiovasculaire. Ça va faire des petits gros. On va interférer avec la croissance. On va aussi leur offrir une période de grands troubles au niveau des émotions, insomnie, bouffée de chaleur, dépression, altération de la qualité des tissus cutanés, des cheveux. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Alors, en plus, si vous ne dormez pas et que vous êtes aussi mal, eh bien, la concentration, elle n'est pas optimale non plus. Il y a des enfants qui sont déscolarisés, ils ne sont plus capables de suivre les cours, tellement ils sont mal. Et pour les accompagner, eh bien, il y a quelques séances de thérapie, évidemment. Et ensuite, on va assez rapidement leur proposer les hormones croisées. Donc, sur un corps déjà fragilisé, dont on entrave le développement normal, on va arriver avec les hormones de l'autre sexe. Et ça va être à vie. À vie parce que, je vous rappelle l'histoire des chromosomes. Nos chromosomes ne sont pas prévus pour se mettre à fabriquer les hormones de l'autre sexe. Donc, forcément, ça va être complètement artificiel. Et donc, on va avoir des petites filles mises sous testostérone, souvent injectables. Ça aussi, c'est bien coûteux, donc bien rentable. Et les garçons vont recevoir des œstrogènes. Ce qui va permettre de modifier légèrement la voix, mais qui va aussi, ça ne va pas être suffisant. Donc, on va aller rapidement vers des propositions chirurgicales pour accompagner la démarche. Et donc, vous avez tout un business qui se met en place autour de ça, avec comme résultat que ces enfants vont être stérilisés, chimiquement d'abord et puis peut-être chirurgicalement, qu'ils vont subir tout un tas de mutilations, ablation des seins, fabrication des pénis à partir de l'estomac, ou à partir de la peau de la cuisse, on prend une partie du muscle de l'avant-bras aussi pour fabriquer un pénis plus long. On va disséquer le clitoris, enfin, c'est extrêmement lourd. Fabriquer un vagin, c'est inverser le pénis, enfin, c'est vraiment des chirurgies très lourdes. Alors, je ne doute pas que ce soit passionnant pour mes collègues chirurgiens, mais néanmoins, on est en train de glisser de la chirurgie reconstructrice dont aurait pu bénéficier ce petit loulou là quand son pénis s'est nécrosé à 8 mois. Et donc on glisse de la chirurgie réparatrice
à la chirurgie mutilatoire, expérimentale. Et je pense que nous n'avons pas de leçon à donner aux Africains qui font l'excision, parce que franchement, c'est pas mieux. Mais nous, en plus, on met ça sous le compte de la bien-pensance, de la tolérance, de l'ouverture d'esprit et du bien-être de l'enfant. Donc, c'est vraiment extrêmement grave. Et comme ces enfants vont devoir toujours prendre ces traitements d'hormones croisées, eh bien, leur corps va être attaqué en permanence par des produits chimiques pour lesquels ils ne sont pas équipés. Vous allez voir, parce que pour le moment, ce que je vous dis, ce sont des pronostics. Il n'y a pas d'études faites sur les enfants sur 30 ans pour savoir ce qu'ils deviennent, 30 ou 40 ans. Il n'y a pas d'études. Ça devient à la mode de faire les choses et de réfléchir après. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces enfants, arrivés à l'âge de 35-40 ans, ils vont avoir des cancers et ils vont mourir aussi de crise cardiaque. J'en suis absolument certaine. Maintenant, les études que nous avons, c'est sur des adultes. Hein, donc, on commence seulement à faire ça sur des enfants. Quelques pays ont un petit peu rétropédalé. La Tavistock Clinic a été fermée en Angleterre. La Suède se gratte un peu la tête sur ce qu'elle a fait et donc ils font un peu marche arrière et ils décalent l'âge des interventions chirurgicales et de l'administration des hormones. Mais aux Pays-Bas, par exemple, ils en sont encore à faire ça sur des très jeunes. Ils proposent de faire ça, bloquer une puberté, il n'y a pas le choix. Si vous voulez la bloquer, il faut la bloquer avant qu'elle n'arrive. Donc, c'est 9-10 ans. C'est vraiment extrêmement grave. Alors, pourquoi et comment ça se passe? Eh bien, d'abord, certains disent qu'on est 8 milliards sur cette planète et que c'est trop. Moi, je n'ai pas compté tout le monde. Je ne sais pas si on est 8 milliards. Et je ne sais pas si on est trop. Mais il paraît que si on se met tous à 1 mètre de distance, on tient sur la Corse. Donc, un jour, il faudra qu'on fasse l'expérience. Ce qui est vrai, c'est qu'on on maltraite notre planète. Alors, quand je dis on, chacun à son niveau. Il y en a qui jettent des plastiques par terre et il y en a qui se baladent en jet privé pour aller parler de notre avenir à Dubaï. Voilà, c'est pas tout à fait de la même échelle. Mais donc ces gens qui possèdent les industries agroalimentaires, la pétrochimie, les banques, la technologie. Je vois le crâne de Thierry là. Le pharmaceutique, forcément, les armes. Si vous remontez la pyramide, c'est toujours les mêmes qui sont derrière. Et ces gens ont décidé de s'approprier l'OMS, qui est devenu maintenant un organisme essentiellement privé, complètement piloté par des gens qui ont la folie des grandeurs et qui ont décidé de faire de nous, et surtout de nos enfants, des êtres en plasticine à qui on peut vendre du rêve par produits chimiques et leur prétendre qu'on peut faire de son corps absolument ce qu'on veut, quand on veut, que c'est presque un jeu, puisque la transition de genre en Belgique, elle est remboursée autant de fois que nécessaire, c'est ça, hein, autant de fois que nécessaire. Donc, finalement, on peut améliorer son organisme comme on le souhaite, éventuellement y adjoindre un petit peu d'intelligence artificielle, parce que le docteur Laurent Alexandre, il le dit, c'est un médecin belge, il dit que nous sommes obsolètes et qu'on ne peut pas faire autrement que pour lutter contre l'intelligence artificielle que de nous fusionner avec elle. Et donc, vous allez avoir en même temps des jeunes qui vont tomber dans ce travers-là, parce que c'est tentant, c'est facile, et en plus, mais ils sont dans une telle désespérance de savoir ce qu'ils sont venus faire sur cette planète, que finalement leur proposer une cause à défendre, ça va les tenter. Donc,
ils vont se mettre à militer comme jamais pour avoir le droit de faire ce qu'ils veulent de leur corps, alors que ce qu'on est en train de leur faire, c'est une stérilisation définitive, c'est de leur offrir une vie de dépendance à la chimie, de leur offrir aussi une absence de plaisir sous couvert de leur donner le droit au plaisir depuis 0 ans, comme le dit l'OMS. Et c'est l'ONU-SIDA qui dit nul ne peut être entravé dans son droit à jouir sexuellement. Et comme on ne peut pas discriminer par l'âge, eh bien, les enfants peuvent être consentants et ils peuvent aussi choisir des partenaires adultes. C'est l'ONU-SIDA, donc ce sont des organismes officiels. Et donc on va, sous prétexte, sous couvert de permettre aux enfants d'avoir la jouissance de leur corps et de celui des autres, d'ailleurs, eh bien on va leur offrir une absence de plaisir, avec un corps martyrisé, et puis les tuer à 40 ans. Donc les parents qui sont victimes d'un chantage finalement, parce qu'on leur dit mieux vaut un enfant qui change de genre mais qui reste vivant qu'un enfant qui ne transitionne pas, qu'on frustre, mais qui va se suicider. Mais c'est rare d'ailleurs les enfants qui font un chantage au suicide dans la transition de genre avant. Après, par contre, ça c'est vraiment très fréquent. Quand ils ont transitionné et qu'ils se rendent compte qu'on les a eus et que il n'y a pas de chemin arrière, eh bien là, à ce moment-là, ils sont tellement mal qu'il y en a beaucoup qui passent à l'acte ou qui font toute une procédure. Mais ça ne rend pas la fertilité, ça ne rend pas le plaisir. Le corps est abîmé. Les organes génitaux, si c'est bien un endroit sensible, c'est là, dans notre corps. Donc c'est extrêmement grave d'y toucher sans une raison vraiment médicalement valable. Et ça n'en est pas une. Ça, c'est de la manipulation. Et les personnes qui nous manipulent sont des gens qui sont capables de faire des choses absolument atroces, comme de toucher au plus sacré, la fertilité, l'avenir de l'humanité, les enfants, avec tous les moyens à leur disposition. Des vaccins, des hormones, des pesticides. Il n'y a plus de limite. On voit maintenant circuler des témoignages de survivants de certains réseaux qui sont absolument épouvantables, des réseaux avec des tendances sataniques, des gens qui ont vécu, c'est même pas l'enfer, ça c'est pire, et qui viennent nous raconter que il y a des réseaux qui sont organisés pour ça, et à l'international. Quand vous écoutez ces témoignages, c'est des gens de tous les pays du monde. Ils ne se connaissent pas. Donc ça veut dire que ces enfants qu'on renvoie comme des objets, comme des choses, eh bien, ces enfants, ils ont les mêmes témoignages, ils ont les mêmes vécus aux 4 coins de la planète. Et il faut peut-être qu'on se demande s'il n'y a pas là aussi certains de nos élites mondialistes qui sont pas cachés derrière, je pense. Je ne sais pas si c'était une phrase en français, mais je me suis perdue. Alors, évidemment, dans tout ça, il y a aussi des gens, il y a des gens qui sont très bien partout. Dans tous les systèmes qui dysfonctionnent, il y a aussi des gens qui essayent de faire bien leur travail et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et le problème de la sexualité est particulièrement difficile à aborder. J'étais hier soir à une réunion avec des gynécologues, tous on va dire, de l'autre bord, je sais pas. Voilà, et j'étais un peu seule, et donc ils m'ont quand même demandé comment ça se passait avec l'ordre des médecins, et puis j'ai éprouvé le besoin d'aborder le problème de l'EVRAS. Et là, la réponse a été: je ne peux pas t'entendre. Je ne peux pas t'entendre. Donc j'entends, la personne me dit, ça m'est trop douloureux de considérer que les personnes dont je dépends,
qui me rassurent et qui m'ont éduqué que ces personnes-là, eh bien, peut-être elles me veulent du mal. Alors, j'en ai discuté avec Ariane Biéran parce que effectivement, nous avons fondé Honest tout récemment. Le site est même pas encore fini. Et Ariane Biéran, c'est la grande spécialiste de la psychopathologie du pouvoir. Elle a beaucoup travaillé en justice avec des abuseurs d'enfants et évidemment avec des enfants eux-mêmes. Elle a fait des thérapies à longue durée avec des enfants qui avaient été victimes d'abus. Et elle a aussi travaillé dans les institutions, les entreprises qui dysfonctionnent pour décortiquer d'où ça vient. Et elle me dit... c'est ce que Racamier, le psychiatre et psychanalyste français, appelait le secret pervers. Dans les consultations de psychologie, quel que soit l'âge de la personne ou la cause de la consultation, ça n'est pas du tout conscient, il y a 80% des gens qui ont connu un abus, qui ont été soit victimes, soit témoins, soit complices d'un trauma à caractère sexuel. 80% des consultations. Ça ne veut pas dire 80% de la population, parce que tout le monde ne consulte pas les psys, mais ça veut dire que c'est extrêmement fréquent. Et ce secret pervers, c'est ça qui empêche d'ouvrir les yeux, en fait. Si vous avez dans une famille un enfant qui est abusé, et tout le monde est au courant, eh bien, il va y avoir pour que le système familial ne s'effondre pas, il va y avoir un accord tacite pour se taire. Et si vous transposez ça à l'échelle de la planète, eh bien, vous avez beaucoup de chance, quand vous commencez à parler avec quelqu'un, qu'il soit embarqué dans une histoire comme ça et qu'il ne soit pas capable de vous entendre et qu'il vous réponde « Je ne peux pas entendre ce que tu me dis parce que ça me ramène à des choses qui m'ont traumatisée et que moi-même, je n'ai pas peut-être parlé à ce moment-là. J'ai vu un exhibitionniste ou je sais que ma sœur se faisait tripoter dans les toilettes ou des choses. C'est pas forcément des choses graves, mais ce sont des choses qui ont été suffisamment traumatisant pour que ce soit enfoui dans l'inconscient et que ça soit trop douloureux d'y aller. Et donc, il faut que nous trouvions une façon d'aborder les choses en ayant la capacité de nous souvenir que la personne en face de nous est peut-être quelqu'un qui a été victime. Et que elle risque de reproduire le schéma. On sait que les personnes qui subissent des violences, qui sont battues, des enfants battus, risquent de reproduire la même chose, mais c'est pareil pour les abus sexuels. Donc, il y a vraiment là un travail, je pense, d'orfèvre à faire pour arriver à communiquer à ces gens sans qu'ils s'effondrent. Le déni, c'est une protection du psychisme. C'est un mur de protection. C'est construit à cause de la peur. Si vous arrivez avec un truc effrayant, la personne va rajouter 3 couches de déni. Et si vous arrivez avec un bulldozer et que vous détruisez le déni, la personne s'écroule. Le psychisme se protège. Et nous avons besoin aujourd'hui de gens qui tiennent encore debout pour pouvoir continuer à vivre. Nous avons besoin que ce système continue, qu'on continue à avoir des gens qui travaillent à conduire les camions pour apporter des marchandises dans les magasins, qu'on ait des enseignants pour apprendre le pacte d'excellence à nos enfants. Non, ça peut-être pas. Qu'est-ce que je dois dire ? Voilà, pour essayer quand même de leur apprendre l'écriture inclusive. Ah non, ça non plus. Ah zut, ça, sniper. Et donc nous avons besoin de tous ces gens. Donc il faut vraiment arriver à communiquer en rassurant. Je crois que ça c'est vraiment un défi. Et il y a plein de collectifs qui se sont mis à l'œuvre pour ça, et plein de parents qui se sont unis et qui finalement posent des petites pierres qui sont simples, sont factuels, qui sont assez limpides. Et je salue Rachid pour son travail vraiment absolument formidable, le collectif Parents en Action Liège,
nous avons créé un petit frère, c'est le collectif des parents en action Namur-Hainaut. Et c'est vraiment des mouvements comme ça, honestes, à l'international, avec des juristes, Sauvons nos enfants, les parents en colère en France. Et tous ces collectifs réfléchissent au bien-être de l'enfant, à l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est son bien-être, mais dans toutes ces facettes et dans toutes ces richesses. Et donc, il y a énormément de travail, mais je pense que la première chose à faire, c'est de s'unir, c'est de comprendre à quoi nous avons affaire en face, parce que il y a une volonté mortifère derrière, et il y a le bulldozer de la destruction, mais il faut que nous puissions retrouver suffisamment de respect de nous-mêmes, d'amour de nous-mêmes, pour savoir quelles sont les valeurs que nous voulons défendre, quelles sont les limites et les besoins que nous avons. Et si nous arrivons à tenir pour nous, nous tiendrons pour nos enfants. Et ça va aller. Voilà. Moi, je proposerais éventuellement plutôt de rappeler le rôle du directeur ou de l'enseignant, de signaler que vous appréciez son établissement scolaire, ou vous appréciez sa façon d'enseigner, mais que néanmoins, vous lui confiez un enfant en bon état le matin, et que s'il n'est pas en bon état le soir, il sera tenu personnellement responsable, et que vous avez déjà discuté avec votre avocat des suites à donner. Vous voyez, quelque chose comme ça, pour pouvoir poser les choses et ne pas tout de suite menacer. Mais il faut rappeler aux gens leur rôle, mais il faut rappeler aux médecins leur rôle. Et bien entendu, vous prenez soin de moi, je vous confie mon corps, vous êtes prié d'en prendre soin. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne le faites pas, ou alors moi, je vous en tiendrai personnellement responsable. Mais nous sommes dans un système tellement malade que plus personne ne fait... ne suit son rôle, quoi, finalement. Le médecin ne soigne plus, il fait des expériences sur les gens. L'enseignant, il remplit des papiers toute la journée, il sort de la classe au moment où il devrait être là pour protéger les gosses. Les juges ne savent plus sur quoi s'appuyer. Et puis en plus, ils ont des copains souvent, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de magistrats qui sont dans la franc-maçonnerie. Et donc, il y a vraiment, il faut effectivement rappeler à chacun son rôle et dire, et si vous ne le faites pas, vous serez responsable. C'est tout à fait vrai, vous avez raison. C'est la façon dont on parle. Et alors, il faut aller sur le terrain où on est tous d'accord. Aller sur le terrain où on est tous d'accord, mais nous voulons tous le bonheur de nos enfants. C'est vrai, nous voulons qu'ils soient tolérants, ouverts au monde, qu'on respecte leur corps, qu'on respecte leur intimité. Je me demande quand même si c'est vraiment censé de parler de l'intimité avec 30 enfants dans la classe. Vraiment, aller par l'absurde, aller par l'humour, mais aller sur les terrains qui nous rassemblent. D'abord. Et après... Ou alors faire l'étonner. Ah bon, tu trouves ça bien que l'OMS, ils disent qu'à 6 ans, on peut avoir des rapports con penetración, comme ils disent en espagnol. Parce que c'est pas en français, c'est pas en anglais. En espagnol, ils précisent avec pénétration. Donc, voilà. Alors, ils vont dire, mais ce que tu racontes. Et là, vous pouvez dire, mais je l'ai lu, ou j'ai entendu, ou c'est dans le livre de Ariane Viran, et on peut citer les experts. Il faut s'appuyer sur les experts. Il faut que les collectifs de parents puissent s'appuyer sur les experts et les citer aussi. Une petite expérience et ça fait réfléchir. Je suis allé un jour à Stuttgart et il y avait une Gay Pride et j'étais avec ma fille qui avait 12 ans. Et je l'emmène à la Gay Pride et moi je lui dis bon, on va voir le spectacle. Mais en fait, ma fille a regardé ça, elle m'a dit c'est dégueulasse. Et ça m'a fait réfléchir. Et en fait, elle m'a fait réaliser que c'était de la dépravation. Qu'un type avec des chaînes dans le téton et un string en cuir, un gros ventre comme ça bien rasé, et puis avec des grosses boucles d'oreilles, ben il pouvait le faire chez lui, mais il n'avait pas à le faire dans la rue. Et il n'avait pas à montrer ça à ma fille qui avait 12 ans. Et ma fille m'a rappelé que c'était dégueulasse. Alors, je me dis là, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas interviewer des enfants et leur demander, peut-être, je sais pas comment le faire, mais ça, il faut un petit peu. Tu peux pas leur montrer des images comme ça. Hein. Non, pas leur montrer des images. Leur demander, est-ce que vous voulez qu'on vous parle de sexualité?
Est-ce que vous voulez qu'on vous parle de ça? Est-ce que ça vous intéresse? Ouais. Et les enfants répondraient peut-être non, mais ça ne nous intéresse pas, mais on n'a pas envie de nous, on a envie de jouer avec. Mais rien qu'un bisou au papa-maman, ils font d'air. On a envie d'un poney, on a envie d'une poupée, on a envie d'écouter de la musique, mais on n'a pas envie d'avoir ces saletés. Ouais. Et si on avait un film avec des enfants qui répondaient ça, ils seraient très embêtés, je pense. Ce sont des outils à mettre en place, à réfléchir. Ils seraient très embêtés d'avoir une réponse d'enfant. Parce que souvent, on les écoute pas, les enfants. Il y a deux catégories de personnes qu'on n'écoute pas dans la société, c'est les personnes âgées qui sont en retraite et les enfants qui sont à la petite école. Et eux n'ont pas le droit de s'exprimer. Et si on avait l'expression d'enfant, c'est très très simple, parce qu'eux aussi, ils jouent beaucoup sur l'expression des enfants, etc. Et si on avait l'expression des enfants, ça ferait peut-être quelque chose. Je crois qu'il faut vraiment, oui, mais on le voit dans certaines animations Evras qui ont été filmées. On voit les enfants parfois qui se bouchent les oreilles. Et l'animateur, il continue. Le témoignage d'un enfant qui dit j'ai écouté quelque chose, mais ça me plaisait pas du tout. Oui. Si on arrivait à filmer ça, plusieurs enfants comme ça ce serait quelque chose de choquant. Je crois que c'est vrai qu'il faut le faire, mais on a l'impression quand même qu'en haut lieu, c'est pas ça qui va les arrêter. Alors, peut-être que ça va sensibiliser les personnes au niveau moyen, les professeurs, les directeurs d'école, etc. Et monsieur et madame tout le monde, et ça, je pense que c'est un vrai levier. Mais penser que les gens de l'OMS ou de CICUS vont remettre en question un truc qui est là depuis, qui sont en train de mettre en place depuis une vingtaine d'années, je crois que ces gens sont dans une pensée qui est totalitaire et souvent perverse. Et donc pour ces gens, être sensible, être empathe, ça veut rien dire en fait. Ils se nourrissent de la souffrance des gens, donc particulièrement des personnes les plus vulnérables, et donc ils vont se nourrir de la souffrance des personnes âgées et des enfants. Je pense que moi-même j'ai été surpris par le témoignage de la fille devant la Gay Pride, et que en fait il y a plein de personnes qui peuvent être surprises. C'est pour avec les parents. Oui, mais plein de personnes peuvent être surprises par le témoignage d'un enfant qui te dit, parce qu'il y a plein de parents qui vont te dire, bah oui, la sexualité, qu'on enseigne la sexualité à l'école, bah c'est normal. Et si un enfant dit, mais non, on ne veut pas de cette sexualité, on ne veut pas de cet enseignement-là. Que ce soit les enfants qui rappellent aux parents que, mais non, nous on veut vivre notre vie simplement, on veut être normal, on veut pas être embêté par ces histoires-là. Vous aviez une question? J'étais présente justement mardi aussi à la conférence. J'étais présente mardi, c'est ça, à Evras. Oui. En fait, ils se basent, les animateurs, ils disent qu'ils se sont basés sur la demande formulée par les enfants. Donc que les enfants ont oui, bien sûr. Alors, quand même, le questionnaire qui a été donné hier, il n'y avait aucune demande des enfants. Les animateurs étaient 6, ils sont arrivés avec ce questionnaire qui est exactement le même de première à 6e secondaire. Et ils ont même dit qu'en fonction des réponses, ils reviendraient à l'après-midi pour débriefer avec les enfants, ce qu'ils n'ont finalement pas fait. Mais il y a vraiment pas du... Enfin, il y a entre le discours et les actes, il y a un biais et il faut... Voilà, ils vont s'insinuer là-dedans, hein, ça c'est certain. Ouais. Mais probablement qu'il y a de l'inconscient chez eux, hein. Je crois bien faire. Eux-mêmes sont manipulés et ils manipulent les enfants. Je pense que je vais aussi parler à haute voix. Je me présente, Daniel Wolf, je suis le fondateur de la Zone Libre. Et on est des activistes et citoyens bruxellois. Et on est actifs depuis 2 ans, largement sur le champ. Et j'aimerais bien vous parler un peu largement de la démocratie. L'idée initiale, c'est qu'on a la police, la ville, politis, les citoyens, et politikos, celui qui gère la ville. Et, mais en grec, c'est plus fin qu'en français. Il y a aussi koma, la partie, et komatikos. C'est celui qui travaille pour la partie. Et malheureusement, notre politique, c'est des komatikos, et on n'a pas des politiciens, on n'a pas des politikos au pouvoir. Le politikos, c'est nous ici dans la salle, chacun de nous. Nous, on est demandé, on doit
retourner dans la politique, il faut reprendre notre pouvoir des citoyens. Ça veut dire on doit participer. Et ensemble, on est vraiment très très puissants. Et donc, aujourd'hui, on a en face de nous une Chromatikos, un système qui utilise la presse pour nous dire ce qu'on doit penser et pour nous amener vers des... On nous dit que la majorité pense comme ça, donc vous devez suivre. On nous a fait ce coup-là avec Covid. On nous a fait le coup aussi avec l'Ukraine, avec la guerre en Ukraine. Et avec Evras, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Ils essayaient de faire passer le programme dans l'ombre. Et on a, c'était quoi? C'était en juin, on s'est mis ensemble, on a dit, mais il y a un truc qui passe, ça sent pas bon. Et on s'est demandé, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on a commencé à réfléchir. La première approche était de faire un flyer shock. Flyer shock, il l'a distribué partout. Et on s'est dit, si on fait ça, on va contrarier les gens. Et on aura 20% pour nous, qui pensent comme nous, et la grande majorité va nous rejeter comme complotistes ou comme des gens en colère. Quand quelqu'un vient avec la colère vers vous, il vous essaye de vous convaincre, à ce moment-là, la première réaction, c'est la défense. On repousse la personne. Alors, on a commencé à réfléchir et on a créé un site web avec une enquête. Et l'enquête, c'est 12 questions sur le document, le PDF Evras sur lequel on a mis les mains. Et on a demandé donc 12 questions sur les S de Evras, sur la sexualité, qui sont très très orangeants. Est-ce qu'il faut des sextos? Est-ce qu'il faut la masturbation? À quel âge on interroge les enfants? Les 12 questions permettent aux participants de se former son propre opinion. On ne lui dit pas ce qu'il doit penser. Vous êtes pro, contre, vous pouvez dire oui, je suis pour, je suis contre. Donc, l'approche ici est très très officielle. Beaucoup de monde pensait que c'était le gouvernement qui était ici. En fait, c'est nous. Et pour promouvoir ce site web, on a imprimé des flyers et on les a distribués en Belgique. On a imprimé 10 millions de flyers et les citoyens, tous les collectifs, ils ont collaboré ensemble pour distribuer ce document. On a ramassé jusqu'à maintenant 43 000 réponses et donc c'est énorme. Je dois dire, c'est fantastique. On a eu 97% des réponses qui sont contre Evras, contre ce document dans sa forme. Et donc, on a pris les résultats, on les a envoyés aux membres du Parlement avant le vote, et on leur a demandé de respecter leur mandat et de voter contre Evras. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous voté pour. Alors, 80 personnes ils vont voter pour, 4 abstentions et aucun vote contre. Alors, pourtant, ils étaient informés. Donc, ça montre quoi? Ça montre un écart entre la politique, c'est comme Chromatikos, et les citoyens. Et là, ça devient intéressant. Parce que, évidemment, on a organisé une manifestation devant le Parlement pendant le vote. Et il y a beaucoup de monde qui est apparu. Et ça fait un carton. D'abord, tout le monde, même la presse était avec nous. Et puis ça a pu basculer. Et puis, on a commencé à brûler les écoles. C'est pas les parents qui brûlent les écoles, c'est du pipeau. Alors, qui a fait ça? Le jour après, il y a M. Decroux qui est à la télévision et qui fait des menaces et qui dit il va créer une cellule pour remonter le réseau anti-Evras. et après, on a eu un article dans RTBF qui est fortement, qui est agressif, et ça montre que cette action est très très efficace. Par la réaction du gouvernement, on a vraiment eu la preuve qu'on a bougé quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a
créer un nouveau narratif. Vu que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une question de narratif. On tisse un narratif avec des McKinsey, avec la presse et avec une agenda, une idéologie de l'agenda 2030 et si on crée un autre narratif, à ce moment-là, on peut changer politiquement les choses dans ce pays. Donc c'est à nous tous de parler autour de nous, de réinformer, de participer, de travailler ensemble pour recréer une autre tendance. Alors, donc je vous dis ça parce que j'aimerais bien vous dire que chacun de vous ici, on a besoin de vous. Donc chacun de vous pouvez commencer à dire tout simplement être bon citoyen. Être bon citoyen, c'est un citoyen qui participe. Un bon citoyen, il peut dire non merci sans moi. Non merci, je veux pas la 5e élection. Non merci, je veux pas que mon enfant fait ce cours Evras dans sa forme actuelle. Non merci, je fais bloc. Et donc ça c'est la première chose. Être bon citoyen, ça veut dire retrouver sa propre force interne et être ancré dans notre propre réalité. Et pas, idéalement, jeter votre télévision à la poubelle, déhypnotisez-vous et retournez dans le local et dans le vrai contact humain et puis que ça se passe. Donc cette action ici, c'était un bon exemple, comme tu disais tout à l'heure, comment on peut connecter avec les gens autour de nous. Parce qu'en faisant cette enquête, chacun lui-même décider ce qu'il doit penser. Et cet outil, c'est une plateforme qu'on va utiliser pour d'autres actions. La question, politiquement, la question c'est qui décide. Pour le moment, on a un pouvoir qui vient de haut vers le bas. Et pour que le système fonctionne, il faut repousser du bas vers le haut. Il faut créer une opposition. Et l'opposition, c'est nous. Nous avons plein de façons d'être actifs. On peut tout simplement commencer par soi-même et dire non merci mon frère. Mais aussi au moment qu'on avait fait les flyers, donc un demi-million, on l'a distribué sur tout le territoire belge. On a travaillé avec des centaines de personnes et chacun a pris son petit paquet et a fait son voisinage. Et comme un colibri, on a couvert le territoire. C'était génial. Et en je sais pas, 2 mois, on a tout distribué. C'était fantastique. Donc, chacun qui participe se sent aussi empowered. Il fait partie de quelque chose de plus grand. Et donc, ça c'est superbe. Pour le moment, je lance une autre campagne avec Transparencia. C'est Claude Haché de Transparencia. Il a une activité qui permet de mettre la pression sur la politique pour qu'elle est bien plus transparente. Il faut savoir, en Belgique, une loi a été votée, c'est la loi de transparence. Et les politiciens, ils ont voté la loi, mais pas les sanctions. Donc, c'est pas mal. Donc, personne ne veut voter pour les sanctions. Donc, maintenant, tout le monde est assis sur ces documents et on peut demander des documents. Les ministres et le gouvernement, ils ont 2 semaines de temps pour te l'envoyer. Évidemment, ils ne le font pas. Et maintenant, on a fait une collecte de 3 000, on a ramassé 3 000 €, premier seuil, en 1 semaine, et on va porter plainte contre Caroline Vizir. Voilà. On a vu qu'on a atteint le premier seuil. Le deuxième seuil, c'est pour porter plainte contre Alexander De Croo, le Premier ministre. Ah oui, hein. Pour la communication entre lui et Wallenbroek qu'il ne veut pas dévoiler. Donc, on continue. Donc, ce qui est très, très important à savoir ici, quand on se met tous ensemble, notre vraie arme,
Votre vraie arme, c'est le crowdfunding. C'est de ramasser l'argent et puis on peut payer les avocats. On peut s'entraider. On peut imprimer 10 millions de flyers. On a tous les moyens, comme une grande agence de communication, mais on est des citoyens. Donc, la clé, c'est de se mettre ensemble. Donc, j'ai ici des petits flyers qui vous invitent de vous rejoindre à la zone libre pour rester informés, parce qu'on fait beaucoup d'actions et on a besoin de vous. Donc, pour les activités, pour les flyers, même quand il y a des manifestations, chacun peut faire ce qu'il veut, mais c'est vraiment bien de travailler ensemble. Et si vous êtes un collectif, rejoignez, connectons-nous. Et quand vous avez des informations et des activités, on les partage entre nous. Donc à ce moment-là, l'union fait la force. Et ensemble, on peut vraiment bouger des choses. Donc il y a aussi l'adresse de Transparence ici. Donc si vous pouvez, on dépense facilement 50 € au restaurant. Donc peut-être que vous pouvez sauter à un restaurant et le verser ici. Comme ça, on peut rapidement commencer avec l'action contre Alexander Dupont. Voilà, donc ça c'est un peu les... Je les laisse ici. J'ai encore un autre petit cadeau pour vous. Ça c'est une action contre la guerre. Et vu qu'il y a des guerres, pas seulement en Ukraine, mais aussi dans le Moyen-Orient, ça devient toujours d'actualité. Ça se colle sur un panneau d'arrêt, stop. Donc, stop the war. Donc, vous pouvez, c'est un transfert, vous pouvez le prendre et vous allez enlever d'un côté, et puis vous mettez, et puis vous enlevez le transfert. Donc, c'est très facile à mettre. C'est très sympa. Donc, j'en ai plein ici. Donc, hein? Il y a une table là avec tous les... Ah ok, je vais les laisser. Ok. Je les prends. Ouais. Alors les deux ici. Ce serait bien si chacun prend ça et on partage. J'aimerais bien vous dire que encore avant pour clôturer, pour moi, être un bon citoyen, ça veut dire qu'il faut, si on est tous ensemble, on est protégé. Si on est seul, on est vraiment, vraiment fragile. On a des personnes qui ont été ruinées, qui ont dû quitter le pays. J'ai un ami qui a perdu sa maison, sa femme, il a quitté le territoire, parce qu'il était écrasé par les avocats. Frédéric, il était devant l'ordre médecin, Laurence aussi. Moi, j'étais devant le tribunal aussi. Il y a l'ABIC qui avait porté plainte contre moi pour une action qu'on avait faite. Et c'est grâce à tous les résistants qui m'ont soutenu, j'ai pu payer les frais d'avocat qui étaient très élevés. Donc, depuis lors, ça a changé vraiment ma vue du monde, mon vue du monde. Et maintenant, quand il y a une action, je donne toujours parce que c'est le karma. Tout ce que what goes around comes around. Hein? Donc, participez et soyons solidaires et surtout, soyons actifs. Il y a des bonnes idées, donc... Et tu as gagné. Hein? Et tu as gagné contre la vie. Ah oui, j'ai gagné contre la vie. Ouais. Oui, voilà. Donc ça, c'était mon message pour ce soir. Merci.